Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Alors, l'expérience quotidienne semble en contradiction avec la notion d'atome. Quel que soit le plus petit morceau de matière que l'on peut prendre, il semble que l'on puisse toujours le découper en de plus petits morceaux et ainsi de suite indéfiniment. Il semblerait donc que la matière soit une espèce de milieu continu. En réalité, les atomes pourraient être si petits que l'on ne pourrait pas les distinguer à l'œil nu et même avec un microscope classique. En fait, les atomes sont réellement infimes. Un processus de découpage ne permettrait pas de trancher la question, c'est le cas de le dire. Car on arriverait à un moment donné à des morceaux tellement petits que l'on n'arriverait même pas à les voir. D'autant que les instruments de coupe eux-mêmes seraient constitués d'atomes et ne pourraient pas avoir un tranchant aussi fin que souhaité. Tout au plus de tels raisonnements nous donnent une taille maximale pour d'éventuels atomes. Pourtant, un phénomène bien connu et de très longue date jette quelques doutes sur la nature continue de la matière. Il s'agit de la diffusion. Jetons par exemple une goutte d'encre dans un verre d'eau. On pourrait aussi utiliser du sucre ou regarder de la vapeur ou de la fumée se diffuser dans l'air. Mais l'encre étant fortement colorée, ce processus est plus facile à observer. On constate que l'encre, donc on a un bol avec de l'eau, on fait tomber une goutte d'encre dans l'eau et on observe alors des filets d'encre de plus en plus fins qui forment aussi des tourbillons, des volutes, des panaches et jusqu'à se mélanger à l'eau, même sans remuer l'eau. Dans un milieu continu, parfaitement calme et homogène, à température constante, on s'attendrait plutôt à une diffusion progressive et également homogène. C'est-à-dire quelque chose comme ceci. La goutte tombe dans l'eau, on aurait une forte concentration ici, une plus faible ici, une encore plus faible ici, de façon progressive et homogène. Alors que si l'on imagine les deux fluides comme étant composés de petites particules en perpétuelle agitation, cela semble beaucoup plus simple à expliquer. Imaginez par exemple deux foules qui se mélangent. En particulier, certains vont réussir à se frayer un chemin, ouvrant ainsi passage pour les suivants, formant ainsi des colonnes de personnes pénétrant dans l'ensemble de la foule. Un autre exemple typique est, vous êtes dans une grande salle et une femme rentre à l'autre extrémité de la salle où l'air est calme, immobile, et elle porte un fort parfum, très capiteux. En quelques secondes, vous allez sentir ce parfum, ce qui peut se comprendre si il est composé d'atomes agités, se déplaçant et vibrant et rebondissant sur les atomes de l'air, jusqu'à vous, jusqu'à votre nez. C'est plus difficile à imaginer pour un milieu homogène. Toutefois, ce n'est pas encore suffisant, parce qu'on pourrait imaginer un milieu continu également agité, à très petite échelle, et avec un mélange se produisant par exemple un peu comme une pâte feuilletée. Et même si une telle théorie expliquerait difficilement les contorsions de l'encre dans le liquide, ce n'est malgré tout pas exclu. D'où le fait que la théorie atomique des Grecs a gardé un statu quo pendant des siècles.
C'est seulement à la fin du XVIIIe siècle que des découvertes offrirent de meilleurs indices pour l'existence des atomes. À l'époque, la chimie commençait à obtenir ses lettres de noblesse en tant que science, s'étant ainsi démarquée de l'alchimie qui avait mis au point bien des appareils utilisés par les chimistes, tels que la cornue et bien de procédés de manipulation des substances chimiques, mais qui étaient avant tout teintés de religion et de mystique. La chimie avait décidé d'adopter les principes scientifiques tels qu'ils avaient commencé à s'élaborer avec Galilée, même d'ailleurs avant avec quelques précurseurs. Lavoisier, un des premiers grands chimistes, c'est pas le premier, constata que les réactions chimiques se font toujours de manière proportionnelle, sans aucune exception. Et il l'a découvert parce qu'il a décidé d'aborder les choses de manière précise, quantitative, en mesurant les volumes, en pesant les masses de la manière la plus précise possible. Prenons par exemple l'eau. En brûlant de l'hydrogène dans de l'oxygène, on obtient de l'eau, tout simplement. Notons que c'est une expérience très simple, et c'est une des premières qui a ouvert la voie à Lavoisier, mais elle est en réalité assez difficile. D'abord, ce sont des gaz, l'oxygène et l'hydrogène dans les conditions ambiantes sont gazeux, ce qui nécessite de les confiner, mais en plus la réaction est explosive. Donc il faut manipuler de très petites quantités pour éviter une catastrophe. Elle fait toutefois intervenir des éléments bien connus et elle va suffire à notre propos. Lavoisier constata que la même proportion d'hydrogène est toujours combinée à la même proportion d'oxygène. Si vous doublez la quantité d'hydrogène, il se consumera en consumant le double exactement de quantité d'oxygène et produira le double exactement de quantité d'eau. En outre, on peut décomposer l'eau. Lavoisier a utilisé un canon de fusée qu'il a chauffé au rouge et dans lequel il faisait circuler de la vapeur. Sous cette température particulièrement élevée dans le tube, l'eau se décompose en hydrogène et oxygène qui peuvent être récupérés à la sortie. Et il a pu retrouver ainsi les quantités d'hydrogène et d'oxygène initiaux qui ont servi à fabriquer cette eau. En fait, il a procédé dans le sens inverse. Il a décomposé de l'eau, obtenu de l'hydrogène, de l'oxygène, les a brûlés ensemble et vu qu'il obtenait exactement la même quantité d'eau qu'au départ. Et pour être exact, l'oxygène, lui, ne se retrouve pas sous forme de gaz à la sortie, il se combine au fer du canon de fusée et forme de la rouille. Mais cela peut être constaté et mesuré simplement par une pesée du canon de fusée avant et après expérience. Ce faisant, Lavoisier venait de mettre en évidence la première loi de conservation qui a été découverte, celle de la matière. Rien ne se perd, rien ne se crée, avec ces mots. Mais ce qui nous importe ici, pour nous, ce sont les effets proportionnels, qui dit que la proportion et qui dit que les proportions ont un caractère discontinu. En effet, qu'est-ce qui nous empêche de combiner, par exemple, 10% de plus d'hydrogène et 5%, disons, d'oxygène en plus, pour obtenir quelque chose qui est presque de l'eau. Rien a priori. Et pour être précis, sous forme gazeuse, il faut exactement 10 litres
d'oxygène combiné avec 20 litres d'hydrogène. 10 et 20, ou bien 5 et 10 bien sûr, hein, le double de l'un et le double de l'autre. Pourquoi pas 11 litres d'hydrogène, 11 litres d'oxygène, et pourquoi pas 10,0001? Non, c'est 10. D'où viennent ces valeurs précises, entières et discontinues? En réalité, si on imagine la matière composée d'atomes, c'est beaucoup plus facile. Dans ce cas, on aurait 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène, pour respecter la proportion de 1, qui se combineraient pour former un atome d'eau. En réalité, on ne parle pas d'atomes, mais de molécules d'eau, quand c'est composé d'atomes. Mais Lavoisier ne pouvait pas le savoir, ces termes n'existaient pas. Atome était connu de l'Antiquité grecque, sans plus, et le mot molécule n'avait pas encore été formé. L'expression consacrée à l'époque était corps simple et corps composé. Voilà, et nous continuerons cette aventure atomique dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.